Alors, une fois, effectivement, j'ai compris effectivement que j'ai des soucis ou j'ai besoin effectivement de mesurer mes rejets. Maintenant, Johan, je suis industriel, où puis-je installer cette machine finalement? Alors, faut savoir que là, c'est le retour d'expérience, hein. On a aujourd'hui plusieurs utilisateurs et on sait qu'on a des utilisateurs qui vont avoir des charges organiques importantes. Et pour pouvoir les détecter rapidement, avoir une action, une cinétique de réaction rapide, ils vont installer directement au niveau des lignes de fabrication, de production. Donc, on a notamment quelques industriels, notamment dans le domaine laitier, je pense à un, qui va avoir voilà, une installation directement dans son atelier de fabrication. Ensuite, de façon la plus couramment utilisée, on va avoir une installation entre l'atelier de production, de fabrication et la station de traitement quand elle existe. Pourquoi? L'intérêt d'avoir aussi la machine entre les deux, c'est d'avoir un équipement qui permet d'avoir un pilotage de la station efficient. Aujourd'hui, avec la machine, on peut savoir quelle est la charge en instantané qui arrive et comment alors justement employer les réactifs qui sont nécessaires à la neutralisation et à autres au niveau de la station en qualité et en quantité. Donc on va avoir cette action-là, mais une double action. Pourquoi? Parce qu'on sait que lors des phases de nettoyage, je parlais de l'industrie agroalimentaire, un nettoyage, donc une phase de rinçage, de lavage à un acide, neutralisation à la soude ou après un peroxyde d'hydrogène, donc un booster, on va avoir des phases de rinçage, des phases finales. Alors, ce rinçage-là, nous, on peut, dans le cadre de la reuse, de la réhute, réutiliser ces eaux, puisque c'est la raison pour laquelle, effectivement, une batterie de mesure, soit le pH, la conductivité, la concentration, la l'AMS, la turbidité, de façon justement à réinjecter ces eaux, quand c'est possible, pour des premiers rinçages lors d'un nettoyage classique. Et ça, effectivement, ça va fortement intéresser les industriels. On en a qui travaillent dessus de façon à limiter, quand on a des industriels qui vont prélever de l'eau dans le milieu naturel, de façon à limiter leurs actions sur le milieu naturel et à utiliser au maximum les autres process. Voilà. Et, bien entendu, en dernière partie, vous pouvez utiliser effectivement aussi la machine au niveau de la phase post-station de traitement. On est vraiment sur des eaux qui sont déjà quand même clarifiées. Il peut y avoir des incidents, on a pu le constater. Et là aussi, vous pouvez utiliser la machine. Le gros intérêt par rapport à ce qu'on a énoncé précédemment, c'est que les régions industrielles, en général, sont chargées. Sont chargées en matière sèche, soluble ou non soluble. Et l'intérêt de notre machine, c'est que euh, vous pouvez l'utiliser partout sans être, je veux dire, infecté par ces problématiques de bouchage, de colmatage. On a pu avoir, hein, c'est pas qu'on n'a pas pu les avoir, on les a eus, on y a travaillé, et donc c'est façon d'utiliser partout. Alors, cette machine, effectivement, on l'a installée dans beaucoup d'industries agroalimentaires. Donc, là, nous avons des participants qui peuvent être de l'agroalimentaire ou de la chimie ou d'autres secteurs industriels. La question intéressante ou qui est souvent soulevée, c'est de se dire, voilà, moi, je j'ai pas un rejet traditionnel, j'ai un rejet un peu particulier de par ma production. Donc là, on parle par exemple de l'agroalimentaire, mais comment je vais pouvoir, comment ma machine va pouvoir s'adapter à un rejet voilà, un petit peu particulier. Mhm, Comment mhm. est-ce que vous procédez? Mhm. Alors, donc je disais dans l'énoncé, on a eu beaucoup de recherches fondamentales. On a commencé, donc, c'était ténéraire, la phase avant Covid, et donc beaucoup de recherches fondamentales de façon à élaborer des modèles. On parle aujourd'hui beaucoup d'intelligence artificielle, toutes ces thématiques hein, qui sont des sujets majeurs, notamment pour la transformation aussi des industries, notamment une transformation structurelle. Donc, on a élaboré, nous, des modèles en fonction de la typologie des industries, et ces modèles-là ont été confrontés lors de la seconde phase de développement, la phase expérimentale. Donc, pour plusieurs industries, on a des modèles. Les modèles ont été élaborés sur un mode opératoire simple. On va chez l'industriel, on fait des prélèvements, on analyse avec nos équipements. Les mêmes prélèvements sont confrontés par une analyse de laboratoire et de façon à pouvoir qualifier le modèle et le rendre robuste. Donc pour aujourd'hui, on a très peu de modèles qu'on n'a pas, puisqu'on est présent quand même sur tout secteur d'activité, aussi bien la chimie, l'agroalimentaire et d'autres types d'industries. Mais quand on n'a pas les modèles, on va procéder avec le même mode opératoire. On prélève,
on analyse, nous, in situ. Donc, on parle avec les résultats du laboratoire, on élabore un modèle, et puis après, on le rend robuste par la pratique auprès de l'industriel. Donc concrètement, je suis industriel, Johan, je t'envoie des échantillons. Exactement. Ok. Je fais les mesures de mon côté, tu fais les mesures avec ta machine, et on vient corréler en fait les deux. Exactement. Donc, ça permet effectivement d'assurer effectivement d'avoir un modèle qui soit au plus proche effectivement du rejet industriel. C'est intéressant. La problématique compliquée que l'on rencontre, qu'on a rencontrée, hein, parce que ça, on parle de ça maintenant il y a quelques années, c'est quand même l'encrassement. Exactement. L'encrassement, on l'a subi. Donc aujourd'hui, comment cette machine répond à l'encrassement? Oui, on l'a subi, Franck. Effectivement, dans la phase expérimentale, parce que l'élaboration des modèles, on va dire, c'était simple. Il y a eu sa complexité. La plus grande complexité, quand même, c'était la phase expérimentale, parce qu'on était confronté à des effluents divers et variés, des matrices qui sont complètement hétérogènes, et d'autres qui encrassent et d'autres qui le font moins. Et pour les matrices qui encrassent, on a développé avec notre bureau d'études, hein, qui a travaillé aussi conjointement avec nous, des nettoyeurs mécaniques. Donc, on va avoir des phases de nettoyage qui sont autonomes, gérées en automatique par l'appareil. Donc, on va adjoindre à un nettoyage mécanique une injection d'eau. Ce qui est intéressant, c'est que on va parler de l'appareil, notamment de la partie qui relève de l'automatisme. On va gérer une fréquence de nettoyage et une période de nettoyage. Donc, on va dire, en fonction de la nature de l'échantillon, en fonction de la cinétique d'encrassement, toutes les 20 minutes, par exemple, c'est la fréquence. Pendant 10 secondes, c'est la période. On va avoir un nettoyage, lequel nettoyage permet effectivement d'avoir après une mesure fiable. Oui, la problématique de cette mesure de rejet, si on prend par exemple celle qui est le plus éloignée de l'usine, qui se trouve effectivement en sortie de station, moi je ne peux pas avoir une personne qui est en permanence à surveiller cette machine. Aujourd'hui, est-ce qu'elle est capable de gérer un autodiagnostic, ce genre de choses? Comment est-ce que tu fonctionnes? Exactement, exactement. Parce que justement, on a travaillé parce que les utilisateurs d'autres machines, notamment la machine dont on a fait état au départ, hein, qui fonctionne sur le principe d'oxydation thermique, souvent ils nous ont remonté le fait que la machine, ils avaient des bouchages permanents. La machine fonctionne, ils ont, en tout cas sur le plan purement analytique, sur le plan hydraulique, c'est une autre chose. Et que pour certains, au bout de quelques mois, ils avaient abandonné puisque ça nécessite un suivi en permanence, hein, de l'utilisateur. Donc, sur notre machine, donc on a une première phase de nettoyage décrite précédemment, donc une gestion autonome, automatique de la fréquence, de la période. Et on a aussi un autre mode de nettoyage, c'est qu'on va pouvoir gérer l'encrassement. On va pouvoir dire, voilà, là on estime que c'est encrassé, et automatiquement l'appareil va diagnostiquer et lancer un nettoyage. Donc voilà, là tout est fait en automatique, pas besoin d'assistance humaine, et donc tout est géré par l'appareil. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parfait, Johan. Merci. Sur les diapos qui suivent, nous avons souhaité effectivement quelque part vous montrer un petit peu la genèse de la machine. Parce que la machine, elle est arrivée par un challenge d'un industriel. Et je dirais plutôt d'un bureau d'études. En fait, un industriel parisien a missionné un bureau d'études pour l'aider à maîtriser, à suivre ses rejets. L'industriel en question de l'agroalimentaire, effectivement, n'arrivait pas à suivre la charge qu'il renvoyait à sa station, ou qu'elle soit collective d'ailleurs, ou qu'elle soit, je dirais, propre à l'entreprise. Et donc ce bureau d'études est revenu vers nous pour trouver une solution technique. Johan, peux-tu nous expliquer un petit peu le déroulement? Très bien, Franck. On a l'impression, voilà, ça remonte, hein, c'était les années avant Covid, qu'on a le Covid qui est passé avant. Alors, la problématique du client, faut cerner la problématique, c'est il a des effluents qui sont collectés de plusieurs ateliers de fabrication, qui sont illustrés là en source 1, 2, 4. Et puis, ces effluents-là vont aller vers un collecteur principal. Lequel collecteur principal, après les effluents, sont soit clarifiés et envoyés soit vers une station collective, soit en épandage. Pour faire de l'épandage ou même pour la station collective, le client avait besoin de savoir quelle est la charge
organique qu'il apporte. Donc, le bureau d'études, de façon indépendante, nous a contactés et on est allé avec nos capteurs. Donc, sur chacune des sources précédemment mentionnées, on a fait des prélèvements. Lesquels prélèvements sont consignés sur le tableau que vous voyez à l'écran. Ce que nous, on avait pu constater, c'est des prélèvements in situ. Hein. Donc, les échantillons ont été prélevés par paire. Un échantillon, on a analysé in situ, et l'autre échantillon a été donné à un laboratoire externe de façon a posteriori de comparer nos résultats. On avait pu constater, nous, en quelques secondes, sans chauffer, sans emploi de réactifs, qu'il y avait deux échantillons qui se démarquaient du lot. Le premier, donc les extrémums, le minimum, le moins chargé, l'échantillon E, 0,3 en matière sèche, et l'échantillon G, à l'inverse, était le plus chargé, 13,05. Et donc ça, c'est les résultats qu'on avait obtenus rapidement. Et ces résultats ont été ensuite confortés ou pas par le laboratoire indépendant. Donc là, nous sommes bien d'accord, Johan. Là, on est sur une hypothétique pollution. Nous, c'est ce qu'on nous... Et on a cherché effectivement à venir corroborer effectivement ces résultats obtenus par la mesure effectivement avec nos capteurs. Exactement. Donc là, vous avez effectivement nos premiers résultats. C'était vraiment les premiers tests pour nous. Et puis derrière, Johan, je te laisse commenter. Et puis derrière, ici, vous avez le rendu de l'analyse du laboratoire. Donc, on peut voir un peu les variables qui ont été mesurées, que ce soit la matière sèche, la DCO, donc la demande biologique en oxygène également, et d'autres variables qui sont relatives à la typologie de l'industrie du client. Et là, on retrouve les mêmes échantillons hein, sur la première ligne, et on voit deux colonnes qui semblent aussi se distinguer. La première, la colonne E, on avait aussi. Le laboratoire a constaté également l'échantillon E étant le moins chargé. Et pareil, l'échantillon G semble être aussi celui qui est plus chargé. Je précise que le laboratoire a détecté ça après une demi-heure, entre 25 et 30 minutes, en chauffant à peu près à 200-300 degrés et en utilisant des réactifs. Résultat qu'on aurait détecté sans avoir besoin de chauffer, utiliser des réactifs et en quelques secondes. Voilà. Et donc,